Des larmes et de l'incompréhension, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage aux pompiers de Loriol, morts fauchés sur l'autoroute vendredi dernier. Des héros victimes d'un scandale national, a déclaré Jacques Chirac, qui présidait la cérémonie. 3 questions ce soir à Anthony Duc, pompier volontaire. Vous étiez sur les lieux avec votre père qui fait partie des victimes. Bonsoir et à tout à l'heure. Un cargo à risque dérouté par les autorités françaises alors qu'il se trouvait au large d'Ouessant. Le gouvernement a décidé de contrôler tous les pétroliers de plus de 15 ans à Simple-Coque qui se trouvent dans ces ports. Alerte aux Pays-Bas, entreprises terroristes ou tentatives de racket. Des bombes ont été découvertes dans 2 magasins Ikea. Toutes les enseignes du groupe ont été fermées aujourd'hui. Les farines animales, 2 ans après leur interdiction, le gouvernement a tranché. Elles seront incinérées dans 4 usines construites dans les prochains mois. Que faire des milliers de tonnes de cendres? C'est l'enquête de cette édition. Enfin, le football, match décisif en Ligue 1 en ce moment même, entre Lyon, qui joue sa première place, et le PSG de Luis Fernandez, qui lui joue sa tête. 2-0 pour les Parisiens à un quart d'heure de la fin. Tous les buts dans un instant. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Commerce fermé, long cortège silencieux. C'était donc aujourd'hui les obsèques des 5 pompiers tués vendredi dernier par un chauffard sur l'autoroute A7. Un hommage très émouvant, avec de la colère aussi, celle de Jacques Chirac par exemple, qui a eu des mots très durs contre, je cite, des comportements barbares sur les routes. Benoît Gadret, Philippe Évêque. Pour rendre hommage à leurs compagnons disparus, ils sont venus de toute la France. Coiffés de leurs casquettes rouges, les pompiers bénévoles forment l'essentiel de l'assistance. À leur côté, tous les métiers du secours, des gendarmes, des policiers, des bénévoles de la Croix-Rouge. Et puis, bien sûr, les familles des victimes, effondrées. Dans les cercueils, les corps de Didier Bourgeat, 31 ans, Éric Duvaux, 40 ans, Patrick Duc, 43 ans, José Garrido, 53 ans. Un seul manque, celui de Laurent Broquet, 26 ans, toujours porté disparu. Pour le chef de l'État, la mort de ces hommes constitue une tragédie nationale. Les héros que nous pleurons aujourd'hui sont aussi les victimes d'un scandale national. Un scandale qui doit cesser. Une société civilisée ne peut tolérer sur ses routes des comportements barbares. Il est révoltant que l'incivisme et l'irresponsabilité au volant interrompent des vies, brisent des familles, sèment blessures et handicaps. Le gymnase de Loriol n'est pas assez grand pour accueillir tous ceux qui veulent participer à cet hommage. Un homme blessé dans sa chair a tenu à être présent. Salvatore est pompier à Loriol. Il est l'un des rescapés de l'accident. Je dis maintenant, sauver ou périr, ça n'existe plus. C'est sauver et plus périr. On ne veut plus mourir sur la route. On ne veut plus mourir pour aller sauver des gens qui sont inconscients. Au nom de la République française, les pompiers décédés ont été cités à l'ordre de la nation et décorés de la médaille d'or pour actes de courage et de dévouement. Le village de Loriol compte 6000 habitants. Beaucoup assistaient à cette cérémonie. Sur place, on serre les coudes, mais on a toujours du mal à comprendre. Virginie Tumortiki, Philippe Fivet. Dans la chapelle ardente, les familles des disparus réunis pour accueillir ensemble les corps des 4 pompiers décédés. Face à eux, au garde-à-vous, la 2e famille des victimes, tous les pompiers de la caserne de Loriol, bouleversés par la perte de leurs 5 camarades. On n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est un cauchemar. Cauchemar d'autant plus déchirant qu'il manque toujours un corps pour faire le deuil. Derrière la photo de Laurent, aucun cercueil. Son corps est toujours recherché dans la Drôme. Éric, Patrick, José, Didier et Laurent, à Loriol, tout le monde les connaissait. En témoigne cette foule silencieuse, rassemblée pour soutenir les familles dans leur peine. Je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver à notre petit village. Et il faudra des mois, des années. Peut-être que jamais on oubliera et il ne faut jamais que ça se reproduise. Tout le monde est là, on essaye comme on peut, c'est tout. On essaye de ne pas craquer pour les familles, pour les victimes, pour tous les gens qu'on connaît. C'est tout. Rien à ajouter. Avant les obsèques officielles auxquelles assistait le président de la République, tout le monde réclamait cette cérémonie plus intime. Les familles, avant tout, privées des corps de leurs proches depuis l'accident.
Les Loriolais également, déjà très mobilisés depuis vendredi dernier. Ce matin encore, ils étaient plusieurs centaines devant le registre des condoléances. Un dernier hommage à leurs amis pompiers pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est tout un village qui porte le deuil. Avec nous, Anthony Duc. Merci d'avoir la force de témoigner ce soir. Vous avez 18 ans, vous êtes pompier volontaire, vous étiez sur place ce soir-là, vous avez été blessé et votre père, Patrick Duc, on l'a entendu, fait partie des victimes. Alors, vous avez entendu Jacques Chirac, il parle de scandale national, de comportement barbare. Est-ce que vous-même, ce soir, vous êtes dans un état d'esprit de révolte ou est-ce que vous dites que ce sont les risques du métier, entre guillemets? Non, non, ce ne sont pas les risques du métier. Les gens ne font pas assez attention. Je suis en état de révolte. C'est honteux de pouvoir en arriver jusque-là, quoi. Alors, vous avez dit, le chauffard n'a pas perdu le contrôle de son véhicule. Il a foncé sur nous directement. Comment ça s'est passé exactement? Oui, ça s'est passé, moi, le véhicule, je l'ai vu de très loin. Il était sur la 3e voie déjà. Et je ne pensais pas qu'il n'arrivait si vite. Je l'ai vu, je pensais pas non plus qu'il allait rester sur la 3e voie et je l'ai vu arriver, j'ai entendu le choc avec la fourgonnette de l'ASF et il nous a foncé dessus, il n'a même pas freiné. Voilà, alors que vous êtes dans la caserne et ce qu'on entend bien sûr ce sont les téléphones, j'imagine, les appels. Oui. Anthony Duc, vous avez été blessé, est-ce que vous êtes aujourd'hui sur la voie de la guérison? Oui, j'ai été blessé très légèrement, mais pour l'instant ça va, je me remets. Alors, difficilement, mais sûrement. Est-ce que ce qui s'est passé va vous éloigner à jamais des pompiers ou est-ce qu'au contraire vous avez envie, et peut-être en hommage à votre père, de devenir un professionnel? Oui, tout à fait, oui. Pour l'instant je vais prendre un petit peu de recul. Mais je continuerai les pompiers en hommage à mon père, déjà parce que c'est ma passion. Deuxièmement, pour que mon père soit fier de moi. Le vœu d'être pompier professionnel aussi. C'est mon vœu depuis longtemps. Et je sais que si je le deviens, mon père sera très fier de moi. Et je veux qu'il me voie de là-haut porter l'uniforme de pompier, encore pendant longtemps. C'est lui qui vous avait donné cette passion? Oui, tout à fait. Mon père, depuis que je suis tout petit, c'est un héros pour moi. À chaque fois que je le voyais partir en intervention, j'étais en extase devant mon père. Le fait de le voir aller partir, aller secourir des gens. Merci Anthony, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rappelons, c'est l'occasion de le dire, que les volontaires sont très nombreux parmi les pompiers, 200 000 sur un total de 232 000. Les sapeurs volontaires ne perçoivent qu'une indemnité de 6,66 € par heure. Partout en France, on a rendu hommage aux 5 victimes avec 1 minute de silence dans toutes les casernes. Et puis un mot encore pour vous dire que les recherches ont repris ce matin pour retrouver dans la Drôme le dernier des 5 pompiers. On l'a vu tout à l'heure, sans succès. Aujourd'hui encore, les recherches se poursuivront dans les jours qui viennent. Alors on a entendu Jacques Chirac tout à l'heure, comportement barbare, scandale. Hier, c'est Nicolas Sarkozy qui annonçait un nouveau volet du projet gouvernemental sur la sécurité routière. Et il s'agirait d'équiper les autoroutes de radars et de systèmes automatiques de sanctions. Explication Florence Griffon, Patrice Brugère. 1, 2, 3, 4 voitures et même un scooter qui ne s'arrête pas. 5 minutes plus tard, c'est la police qui s'y laisse prendre. Pourtant, à quelques mètres de là, cette boîte photographie les contrevenants. Des photos qui pourraient être contestées. Car il n'y a aucun agent de police à l'horizon. Et c'est bien le problème. D'après l'article 429 du Code pénal, la présence d'un agent de police est indispensable. Il doit avoir vu, entendu ou constaté personnellement les faits. Cet avocat en a fait sa spécialité. Un contrôle entièrement automatisé par télétransmission est illégal, dit la Cour de cassation. Par conséquent, je mets au défi le gouvernement de mettre en place ce genre de système. S'il le fait, je me ferai fort de les faire condamner devant les tribunaux. Car Nicolas Sarkozy souhaite justement truffer les autoroutes d'équipements automatiques pour permettre le contrôle de la vitesse et l'authenticité des plaques d'immatriculation. Les relevés effectués par les caméras seraient traités directement par des ordinateurs sans intervention humaine. Les radars, les capteurs, tout ce qui est technique coûte cher et le budget n'est pas extensible. Et nous, on se dit qu'éventuellement, il y aurait des mesures pas coûteuses
qui serait simplement le contrôle avec l'étiquette péage, où là on verrait effectivement les conducteurs qui systématiquement vont vite et enfreignent la loi. Aux Pays-Bas, en tout cas, les contrôles automatiques ont été généralisés et là-bas, on estime que les infractions ont diminué de 90% sur les tronçons surveillés. À propos de sécurité sur les routes, nous évoquions hier cet accident près de Sarreguemines où 2 enfants de 12 ans ont été fauchés sur cette départementale en descendant du bus et en traversant la route. L'un d'eux n'a pas survécu. Eh bien, la responsabilité du chauffeur n'est pas en cause officiellement ce soir, ni vitesse excessive ni alcool dans le sang. L'homme âgé de 28 ans avait lui-même appelé les secours. Il s'agit en fait d'un tronçon de route particulièrement dangereux selon les riverains, sans visibilité ni éclairage. L'homme est en ce moment présenté au juge. À Paris, c'est un record de vitesse qui a été battu, entre guillemets, 147 km/h sur un boulevard du 19e arrondissement, limité à 50. Il s'agit d'une femme médecin. Elle a tenté de se soustraire aux policiers. Il était 10 h du matin, en pleine journée donc. À propos de l'accident de l'Oriole, on s'est interrogé aussi sur la conduite des personnes âgées, puisque le chauffard, vous le savez, a 81 ans. Certains pays font régulièrement repasser le permis de conduire à partir d'un certain âge. Autre piste, en Belgique, on propose régulièrement des remises à niveau. Reportage Sébastien Leguet, Mathieu Drejoux. Voilà, vous avez eu l'occasion de vérifier les rétroviseurs? Oui. L'homme qui passe cet examen n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ah, ça, je connais pas. Michel Dix en a 72. Quand son médecin a dépisté des problèmes de vue et d'équilibre, il lui a prescrit cette balade avec un ergothérapeute. En Belgique, au moindre doute, c'est obligatoire. La plupart des vieilles personnes pensent qu'ils n'ont pas de problème de vue, mais si on les examinait, il y aurait une grande partie de ces personnes qui n'auraient plus de permis de conduire. Michel doit aussi passer un test neuropsychologique, une sorte de jeu vidéo, façon Pac-Man. Voilà. Très bien, on va commencer le test. Le but, mesurer le champ visuel, analyser rapidement une situation. Résultat, 30% d'erreur. C'est encore un exemple. Alors, qu'est-ce que vous avez vu au centre? Je sens que mes réactions sont moins rapides et que, par exemple, quand ma femme est à côté de moi au volant, elle voit des choses plus vite que moi. Les médecins du centre débattent de chaque cas. Michel pourra conserver son permis, mais il devra revenir d'ici un an faire d'autres examens. Le grand âge n'est pas un critère éliminatoire. Il faut qu'un trouble grave, comme une démence sénile, soit dépisté. Une personne âgée qui ne conduit plus, c'est un frein à sa mobilité, c'est une personne qui va devenir beaucoup plus vite dépressive et qui va être institutionnalisée. La charge pour la société est énorme. D'après les médecins du centre, les personnes âgées prennent moins de risques que les jeunes conducteurs, car elles savent que leurs réflexes sont plus lents. La route encore avec un mot des conséquences de la grève des inspecteurs du permis de conduire. Le gouvernement a annoncé que la validité du code serait prolongée de 6 mois. Actuellement, un candidat ayant obtenu son code, l'épreuve théorique, dispose de 2 ans pour passer l'épreuve pratique. Les risques de marée noire et d'abord cette appréciation de Jean-Pierre Raffarin tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il pèse ses mots, les informations ne sont pas pessimistes, dit-il. Dans la foulée du plan Polmar, les autorités sont passées à l'action. 2 exemples. Ici, des huissiers de justice ont procédé à un état des lieux des plages, photo à l'appui, pour éventuellement faire constater le jour venu l'étendue des dégâts. 3 oiseaux mazoutés ont tout de même été découverts sur ce littoral landais. Et puis 10 chalutiers équipés de filets spéciaux se rendront dans les prochains jours sur la zone polluée par le fioul pour procéder à des premiers tests de ramassage. Image ici de Saint-Jean-de-Luz où ces 2 navires vont appareiller dès demain matin. En Conseil des ministres, Jacques Chirac a dénoncé, je cite, les voyous des mers. La France va durcir les contrôles. Hier soir, un pétrolier considéré comme suspect a été reconduit vers le large. Agnès Monteux, Olivier Sioux. Plus de laissez-passer pour les bateaux poubelles, l'Enalios Titan en a fait les frais. Hier après-midi, ce pétrolier maltais se présente devant le rail d'Ouessant, cette autoroute de tankers au large de la Bretagne, très surveillée. Comme chaque bateau, il doit alors se signaler auprès des autorités. Le pétrolier est vieux, il a 24 ans, alors la marine décide d'élitreiller une équipe de vérification sur place, procédure rare. Cargaison, papier, sécurité, tout est vérifié. 2h30 plus tard, le bateau est escorté par une frégate, sommé de s'éloigner à 360 km de nos côtes. Il est à la fois vieux, à simple coque et transportant du produit qui est le même produit que celui du Prestige, donc un produit extrêmement dangereux. Et si le même type de clients se présente, nous aurons le même comportement et nous les inviterons cordialement à s'éloigner de nos côtes.
Une nouvelle fermeté contre les bateaux dangereux, confirmée cet après-midi par le gouvernement, qui demande à l'Europe d'accélérer les décisions sur les navires à risque. Des décisions que nous sommes déjà prêts, en ce qui nous concerne, nous, la République française, à assumer, c'est-à-dire à faire en sorte que notre armée puisse mettre les bateaux poubelles à 200 000 de nos côtes pour faire respecter la protection de notre littoral. La France a décidé de vérifier tous les pétroliers de plus de 15 ans à partir du 1er janvier. Quant à l'Espagne, elle attend l'Enalios Titan de pied ferme et compte bien également l'éloigner de ses côtes. Image enfin du pétrolier Byzantium qui est arrivé en milieu de journée dans le port de Rotterdam. Il ne devrait pas, on l'indiquait dès hier, traverser les eaux françaises, espagnoles et portugaises lors de la suite de son voyage. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette découverte qui a provoqué la stupéfaction aux Pays-Bas. Des bombes avaient été placées dans 2 magasins Ikea. Du coup, les 10 enseignes du groupe d'ameublement ont été fermées pour la journée, bouclées par la police. Terrorisme ou règlement de compte, les premiers éléments avec Valérie Fourniou. La police allemande est venue en renfort, avec ses chiens, assister les démineurs néerlandais dans cette vaste opération de fouille systématique des 10 magasins Ikea implantés en Hollande. Un déploiement de force lancé après la découverte hier soir d'explosifs dans 2 magasins de la marque suédoise. La première bombe a pu être désamorcée hier soir sur place à Amsterdam sans dommage. Mais à Sliedrecht, la deuxième bombe, transportée au poste de police, a explosé lors de l'intervention des démineurs. 2 d'entre eux sont blessés, l'un aux yeux, l'autre légèrement. À Utrecht, comme à Duiven, il s'agissait en fait de fausses alertes. Les 2 colis suspects ne contenaient pas d'explosifs. Ce matin, les 4500 employés de la marque ont été priés de rester chez eux, sauf ceux chargés d'informer la clientèle. Tous les axes routiers en direction des 10 magasins hollandais ont été fermés. Cet après-midi, Ikea a fait savoir que le groupe avait reçu une lettre de menace hier. Et les enquêteurs livrent très peu de détails sur l'affaire, mais ce soir, leur opinion semble faite. Ce dont nous sommes sûrs maintenant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une action terroriste. C'est ce qu'ont découvert aujourd'hui nos équipes d'enquêteurs. Dès ce matin, Ikea a décidé de prendre dans d'autres pays des mesures de sécurité. Votre sac. Comme ici, en France. Pas de fermeture, mais fouilles systématiques à l'entrée des magasins. En France encore, les suites de l'opération d'évacuation de 3 bidonvilles occupés par des Roms. 22 personnes parmi les 71 en situation irrégulière ont déjà été renvoyées vers la Roumanie. Ceux qui ont des papiers en règle, eux, sont en cours de relogement. Pas toujours simple. Reportage Fanny Auvergne, Mathias Barois. Ce matin, 24 heures après l'expulsion, il revient au campement chercher quelques affaires. Florin Neda est roumain. Il vivait ici, dans cette cour insalubre, avec 11 membres de sa famille. Prends les clés et n'oublie pas mes chaussons et mes draps. Pour éviter les pillages, la police monte la garde, vêtements, vaisselle, chenifie. Les Roms tentent de récupérer un maximum de choses pour emporter au centre où ils sont relogés. J'ai tout pris pour aller au foyer. Tant que j'ai des papiers en règle, je reste. Je ne veux pas rentrer en Roumanie. Direction Vitry, foyer pour immigrés. Depuis hier soir, Florine, sa famille et 30 autres Roms y sont hébergés. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils font ici. Loin de leur caravane, ces familles sont désemparées. Darius, le fils de Florine, a emporté ce qu'il avait de plus cher, son cartable. Si on veut faire un métier, il faut savoir lire, il faut tout ça. Juliana, la grand-mère, découvre la cuisine vétuste. Les 12 membres de la famille sont en règle, c'est pour cela qu'ils sont relogés dans 3 chambres exhibées. Ceux qui n'avaient pas de papier sont dans cet hôtel, placés en rétention administrative. Des familles en situation irrégulière, 55 personnes au total, menacées d'expulsion. Ce matin, 4 Roms du bidonville de Choisy sont venus eux aussi récupérer leurs affaires, sous bonne escorte et menottes au poignet. En fin de matinée, ils ont été expulsés vers la Roumanie. En bref, la fin de la grève au lycée professionnel d'Épinal, on en parlait hier. Les enseignants avaient cessé le travail pour protester contre la réintégration d'un élève exclu. Il a finalement été accepté au sein d'un dispositif d'insertion professionnelle.
L'actualité à l'étranger avec les premières fortes tensions en Irak. Bagdad critique ouvertement la visite de l'un des palais présidentiels dont on faisait état hier, estimant qu'il s'agit, je cite, d'une mauvaise manière. Aujourd'hui, les experts ont inspecté les installations à l'origine des programmes nucléaires et biologiques, installations neutralisées lors des premières missions de l'ONU entre 91 et 98. Des obus de gaz moutarde dont l'existence était connue ont été placés en lieu sûr. Le Proche-Orient avec cette attaque d'Israël aux missiles contre un centre administratif de l'autorité palestinienne en plein centre-ville à Gaza. Un activiste palestinien a été visé, il a été tué. Et puis 2 autres Palestiniens armés ont trouvé la mort lors d'un accrochage, cette fois en Cisjordanie, près de la ville de Hébron. Image d'apocalypse en Australie. Comme l'an passé, le pays est victime d'une terrible sécheresse. En quelques heures, une 60aine d'incendies de brousse ont éclaté autour de Sydney. Christian Autin. Ils n'ont eu que le temps de fuir, pris de court par la rapidité des flammes. En moins d'1 heure, plusieurs dizaines de foyers se sont déclarés simultanément dans la banlieue de Sydney. La canicule et les vents violents font maintenant redouter une catastrophe sans précédent. Des centaines de familles ont été évacuées et des lotissements risquent de disparaître sous les flammes. Depuis 7 mois, l'est de l'Australie est touché par la pire sécheresse de son histoire. 600 000 hectares ont déjà été réduits en cendres. Les milliers de pompiers mobilisés assistent impuissants au désastre. Ils s'attendent à passer une nuit difficile, car l'incendie qui a rompu des lignes à haute tension menace maintenant la ville de Sydney. Son centre d'affaires a été privé d'électricité une partie de la journée. Déjà, à Noël dernier, toute la région avait été touchée par de gigantesques feux de brousse. En bref, toujours à l'étranger, la Côte d'Ivoire où les évacuations de ressortissants français se poursuivent à l'ouest du pays. Hier, on a cru à un cessez-le-feu. L'armée loyaliste a repris la ville de Mans. Elle tente actuellement de poursuivre sa progression contre les rebelles. L'Argentine dans la crise inimaginable il y a quelques décennies, alors que le pays comptait parmi les plus riches du monde, on meurt de faim aujourd'hui dans certaines provinces du Nord. En cause, la corruption, la désertification et depuis 1 an maintenant, une débâcle financière qui n'a rien arrangé. Richard Binet. C'est ainsi chaque jour. Des mères amènent leurs enfants victimes de malnutrition à l'hôpital de Tucumán au nord-est de l'Argentine. La petite Déborah ne pèse que la moitié de son poids normal. Sa mère, privée de tout soutien, ne la nourrissait que de thé sucré. Je reproche au gouvernement de ne pas contrôler que l'aide qui nous est octroyée arrive bien dans la province. Certes, la région de Tucumán a été frappée de plein fouet par la récession qui frappe le pays depuis 10 mois. Mais il y a aussi la corruption, un mal endémique en Argentine. La moitié de l'aide serait détournée par des fonctionnaires locaux. Le gouvernement n'a eu d'autre choix que de mobiliser l'armée pour s'assurer que les secours arrivent à leurs destinataires. Une campagne coup de poing qui ne fait qu'alléger momentanément la souffrance des populations. Je ne crois guère en ce genre de déploiement. Il faut s'attaquer aux racines du mal. La France a décidé d'envoyer une aide humanitaire dans la région de Tucumán. Il y a urgence. Dans ce qu'on appelait hier le grenier du monde, 900 000 personnes souffrent de la faim. Économie, près d'1 an après son adoption, l'euro a encore du chemin à faire. Un sondage Ipsos réalisé dans la zone euro montre que 45% des personnes interrogées souhaiteraient revenir à leur monnaie s'ils en avaient la possibilité. 53% souhaiteraient garder l'euro. La France est à peu près dans la moyenne. Certaines grandes enseignes surfent sur ce sentiment à l'occasion des fêtes. En France, les magasins CA ont ainsi décidé d'accepter les francs entre le 7 et le 14 décembre. En Allemagne, l'opération est actuellement en cours, avec le Deutschmark bien sûr. Sur place, Patrice Romden. C'est écrit en toutes lettres, on peut payer avec des marques. Et à la caisse, on ne s'en prive pas. La dame compte et recompte, il y en a très exactement pour 11 marques 75. C'est toujours cela que les œuvres charitables en quête de pièces jaunes n'auront pas. À la maison, on a fait tous les fonds de poche. On a rassemblé toute la monnaie et on a décidé de faire nos courses à Berlin. On habite à 150 km d'ici. Et c'est ainsi que depuis samedi dernier, ce magasin réalise 10% de son chiffre d'affaires avec des paiements réglés en marques par des clients qui n'auraient pas forcément cédé à la tentation avec des euros. Tenez,
En voilà un qui vient de se débarrasser d'un billet de 100 marks contre 3 sweatshirts dont il confesse ne pas avoir forcément besoin, mais il est ravi et en plus, c'est son jour de générosité. Il me restait encore un marque et je leur ai donné. Si les gens vont à la banque centrale, ils perdent du temps. Nous, on se propose de le faire pour eux, avec bien sûr une petite arrière-pensée commerciale. La Bundesbank estime que 18 milliards de marks circulent encore dans le pays. C'est le genre de somme qui ne laisse personne de marbre. Et ces 18 milliards de marques, chacun aura compris que les magasins CA rêvent de les récupérer ou d'en récupérer une partie pour ensuite les apporter à la Bundesbank, laquelle leur donnera en échange l'équivalent en euros. Bref, de bien belles étrennes au pied du sapin de CA. Économie encore avec le plan de sauvetage de France Télécom. Le nouveau PDG Thierry Breton le dévoile en ce moment alors que les syndicats manifestent devant les portes. On n'en connaît que les grandes lignes. L'État mettra la main à la poche via un montage complexe pour avoir le feu vert de Bruxelles. Il est question de 9 milliards d'euros. La recapitalisation, elle sera pour plus tard. Et puis le plan laisse de côté pour le moment la question très sensible des effectifs et des statuts. En revanche, les investissements devraient être réduits de 20 à 40%, notamment en ce qui concerne la norme UMTS. Et à propos d'économie encore, un coup de chapeau au magazine Complément d'enquête et à Benoît Duquesne, récompensé par le prix Dauphine Tesnas du Moncel pour le numéro consacré à l'affaire Messier. C'était en septembre. On l'a aperçu hier in extremis en fin de journal. Lionel Jospin a donc décidé de faire sa rentrée politique par le bas. Réunion de section au Parti Socialiste hier soir à Paris devant des militants incrédules. Mais l'ancien Premier ministre s'est montré assez peu loquace. Jeff Wittenberg, Bernie Merrier. Alors il vient pas. Mais on ne sait pas. C'est surprise. Il se peut qu'il vienne, voilà. Mais je pense que vous le reconnaîtrez. Il est grand, il a les cheveux blancs. Et même sans la description, il suffisait hier de suivre le mouvement de foule sur le trottoir du petit local socialiste du 18e arrondissement lorsqu'est apparu le nouvel adhérent Jospin. Mais laissez-moi avancer d'abord. Monsieur Vaillant, vous êtes content de revoir Lionel Jospin? Ah mais vous pensez que je l'ai pas de le revoir ici, non, mais ici, en fait. On a donc revu l'ancien Premier ministre et lui-même a retrouvé l'usage de la parole devant les micros, étonné d'ailleurs d'en trouver tant pour recueillir ses explications sur ce demi-retour. Si votre venue un peu invraisemblable à certains égards, parce que pour moi il s'agit simplement d'un transfert de sélection. Si votre venue est une façon pour moi de souligner que je reste avec les socialistes, aux côtés des socialistes, eh ben, tant mieux. Le moment venu, je m'exprimerai, a encore dit Lionel Jospin. En attendant, derrière la porte fermée de la permanence, ses nouveaux camarades ont eu droit à un premier jet. Ça tombait bien, le thème de la réunion était le bilan du gouvernement, le nouveau. Il nous a clairement dit qu'il serait à un côté pour défendre les Français face aux mesures que prend actuellement le gouvernement Raffarin. Avant de conduire quoi que ce soit sur le plan politique, le militant Jospin a lui-même pris le volant pour repartir de la réunion, presque comme Monsieur Tout-le-Monde, avec juste un peu plus de photographes aux abords. Social en bref, les ferries de la SNCM entre la Corse et le continent sont toujours à quai. La grève qui dure depuis lundi porte sur la question des effectifs. Le syndicat des travailleurs corses, qui représente 19% du personnel, refuse de participer aux négociations. Il estime qu'elle n'aborde pas le thème central de ce conflit. Grève aussi des agents de conduite SNCF de la région Midi-Pyrénées. Elle dure depuis 7 jours. Une grève contre les suppressions de postes. Un TGV Toulouse-Paris a été bloqué aujourd'hui. Et puis la fin du conflit à France 3, ce sera ce soir à minuit. Les principaux syndicats ont appelé à la reprise du travail, sauf la CGT qui maintient son préavis. On n'en parlait plus, ou presque, depuis leur interdiction il y a 2 ans. Que faire des farines animales? Eh bien, le gouvernement a donné sa réponse aujourd'hui. Elles seront incinérées. 4 sites ont été désignés en France. Problème, que deviendront ensuite les cendres? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Marie-Pierre Samitier, Jeanne Assouli. L'usine d'équarrissage de Saint-Langis-les-Mortagnes, dans l'Orne. C'est ici, à côté de cette usine, que le gouvernement prévoit d'implanter un incinérateur de farines animales. Cet incinérateur servira à éliminer les énormes stocks de farine en produisant de l'électricité. Surprise aujourd'hui des habitants qui ont appris la nouvelle par la presse. Pendant tout l'été, les Mortagnais ont été importunés par les odeurs de cette usine. Mais en étudiant le dossier, on s'est aperçu qu'il y avait un problème beaucoup plus grave derrière, puisqu'il y avait une autorisation préfectorale de construire 2 incinérateurs. Et on a considéré tout de suite que ce problème était beaucoup plus important, mais on nous a rassurés en nous disant que ça ne se ferait jamais.
Ce matin, bien sûr, on a appris qu'en fait, Saint-Langy avait été choisi pour accueillir ces incinérateurs. Donc le combat va être différent maintenant. Les élus, eux aussi, sont apparemment pris au dépourvu. À l'heure de la décentralisation, ils pensent avoir quand même un mot à dire. On peut s'attendre au pire, chose que nous ne voulons pas. Il faut qu'il n'y ait aucune pollution, ni pour les habitants, ni pour l'environnement. Les 4 projets retenus prévoient d'éliminer 220 000 tonnes de farine animale par an. 76 000 tonnes à Lanneville, près de Nancy, autant à Melle, dans les Deux-Sèvres. 25 000 tonnes à Saint-Langy-les-Mortagnes et 44 000 tonnes à Cornillé, en Ille-et-Vilaine. Pour la commission du gouvernement chargée de l'élimination des farines animales, qui était réunie aujourd'hui, l'objectif est d'aller vite pour que les 4 usines soient opérationnelles en 2005. À l'heure actuelle, vous le savez, et grâce à l'industrie cimentière, on peut éliminer une part importante, croissante de ces produits qui sont relativement stables, mais il reste un résidu qu'on ne sait pas éliminer. Donc il faut l'éliminer. C'est la moins mauvaise formule. Les usines d'incinération produiront ainsi de l'électricité, comme c'est le cas ici en Grande-Bretagne. Mais sur les 220 000 tonnes qui seront ainsi brûlées, il restera 30 à 40 000 tonnes de cendres dont on ne saura quoi faire. Ces cendres seront effectivement stockées dans des centres de stockage de déchets de classe 2 et ça représente quand même des volumes assez importants et donc des norias de camions aussi de transport de cendres assez importants. Même si ces 4 projets aboutissent, la question des farines animales ne sera donc pas résolue entièrement. On en parle beaucoup, on la redoute et on l'anticipe. Paris et l'Île-de-France se mobilisent contre le risque de crue de la Seine. L'exemple de Prague, récemment inondé, a servi de modèle. Un nouveau système de secours et d'alerte a été présenté. Isabelle Quintard, Philippe Luzzi. Et si l'histoire bégayait? Si le zouave du pont de l'Alma buvait à nouveau la tasse, comme en 1910? À l'époque, une crue exceptionnelle inonde les rues de Paris. Les barques du bois de Boulogne sont même réquisitionnées. Statistiquement, le phénomène a lieu tous les 100 ans. Alors musées, hôpitaux, services publics sont en état d'alerte. Depuis 1996, la RATP, avec ses parpaings et ses sacs de mortier, attend de pied ferme la crue. Et elle n'est pas la seule. Il s'agit par exemple de prendre des précautions pour mettre à l'abri la chaudière d'une maison de retraite pour qu'il n'y ait pas à déplacer cette maison de retraite quand viendra l'inondation. C'est de multiples initiatives de ce genre qui feront que la crue sera moins catastrophique. Si la Seine sortait de son lit, outre les nombreux monuments, 1 demi-million de foyers seraient privés d'électricité et de téléphone. Paris et la région Île-de-France s'organisent. Vous êtes appelé par le serveur vocal Syriac. Sur les bords de l'Yerre, un affluent de la Seine, un message d'alerte prévient automatiquement les riverains en cas de montée des eaux. Moi je pense que c'est pas du luxe, je disais tout à l'heure, d'être prévenu à l'avance pour sortir ce qui craint dans le garage. Encore nous, ça va, on est jeunes, mes enfants peuvent m'aider, mais dans les maisons alentours, il y a des personnes âgées. Anticiper les risques, il le faudra bien, car en cas de crue exceptionnelle, l'estimation des dégâts a déjà été faite, cela coûterait 10 milliards d'euros. Oui, un exemple précis maintenant avec la ville d'Alfortville. Elle était complètement sous les eaux en 1910. Eh bien, les experts ont fait leurs calculs. Pas très réjouissant. En cas de crue, la situation serait aujourd'hui exactement la même. Hélène Vergne, Éric Delagneau. Cette eau qui affleure, la Seine qui pourrait déborder, autant de menaces qui ravivent les souvenirs des plus anciens des habitants d'Alfortville. Il faut dire qu'en 2 siècles d'existence, la ville a connu une dizaine d'inondations, dont 2 crues dévastatrices. Le destin de ses habitants a donc toujours dépendu étroitement des caprices des fleuves. Alfortville a toujours été lié à l'eau et toujours été inondé, puisqu'en 1910-1924, et si vous regardez l'histoire des cartes postales de la ville d'avant la guerre, c'était essentiellement des photos d'inondations. Pas un pavillon, pas un commerce n'est alors épargné. La ville entière est submergée. Plus d'électricité, plus d'eau potable. Il faudra plusieurs semaines pour que les 20 000 habitants retrouvent une vie normale. Depuis, la ville a cherché à se prémunir de telles catastrophes. Ces murets bâtis dès 1924 le long des berges sont régulièrement renforcés pour résister à la pression du fleuve. Mais il y a mieux. Pour absorber le trop-plein d'eau, la région a fait construire dès les années 50 4 lacs réservoirs censés éloigner définitivement le risque de crue.
Et pendant très longtemps, on a cru que ces barrages allaient empêcher et allaient contenir la Seine. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment. Et pourtant, depuis 3 ans, à Alfortville, toutes les nouvelles constructions ont obligatoirement 2 étages pour sauver les biens en cas de crue. Mais partout ailleurs, il est presque trop tard. Car l'agglomération parisienne s'est étirée à perte de vue sur des terrains souvent inondables. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Une crue centenale submergerait et paralyserait à nouveau la ville. Et le fleuve reprendrait ses droits. La nuit en plein jour en Afrique du Sud, spectacle fascinant, l'éclipse totale du soleil par la lune. Le ciel s'est assombri, la température a chuté, seule réserve. En raison d'un ciel couvert, le phénomène n'a été visible qu'une dizaine de secondes entre 2 nuages. Une belle fête tout de même en Afrique du Sud donc, et puis aussi en Australie où cette éclipse était visible. Retour en France avec les recettes de la ville de Colombes pour rétablir la sécurité. Suite à un arrêté municipal, les bars devront fermer leurs portes à 23 h. Une centaine d'établissements sont concernés. Yvan Martinet, Jean-Yves Blanc. Fermeture à 23 h pour tous les débits de boissons, c'est le nouvel arrêté municipal promulgué par la mairie UMP de Colombes. L'arrêté de police est exécutoire depuis le début du mois, une décision en réaction aux nuisances sonores. Quand vous avez des gens qui à 1 h du matin sortent d'un établissement, ils font du bruit, ils claquent les portes, ils restent à parler à côté de leur voiture et donc ça crée une gêne au niveau de tout ce qui est tranquillité publique. À quelques dizaines de mètres de l'hôtel de ville, ce pub a ouvert il y a 2 mois à peine. Son patron ne comprend pas le choix fait par les autorités municipales et s'inquiète même pour son avenir. La semaine, on n'est pas trop touché par le problème, mais le week-end, le vendredi soir et le samedi soir, c'est là où on réalise quand même pas mal de choses. Et en plus, on s'est installé un peu à Colombes parce que sachant qu'il n'y avait absolument aucun endroit où les jeunes pouvaient s'amuser, aujourd'hui, ils quittent notre établissement pour aller s'amuser sur Paris, où ils sont obligés de quitter la ville de Colombes ou aller chez mon concurrent à côté qui est à la gare de Colombes. Si par exemple il y en a qui a un anniversaire ou une soirée, n'importe quoi, si les jeunes vont sur Paris et si par exemple il y en a qui boivent un peu trop, ça peut faire cause d'accident, quoi. On ne sait jamais, hein, quelqu'un qui parle contre son véhicule. Alors qu'ici, si on habite dans le coin, on peut venir à pied, même si on est un peu déphasé, quoi. Il n'y a pas de problème, a priori, on peut rentrer tranquillement, quoi. À Colombes, il y a 114 débits de boissons, une poignée seulement fermait après 23 h. Après 35 ans de mairie communiste, le changement est radical, même si cet arrêté ne surprend guère. Il y a 2 ans, un couvre-feu était instauré pour les moins de 13 ans, puis une quarantaine d'agents de sécurité dirigés par l'ancien chef de la police municipale de Vitrolles est apparu. Enfin, durant l'hiver, un réseau de plusieurs dizaines de caméras sera installé dans la ville. Et on passe du comptoir à la table avec les recettes de Noël. Elle a moins de goût que la palombe et le perdreau, mais elle revient en force. La caille est de plus en plus servie dans les repas de fête à Bosse, dans les Landes. Caroline Femme, Bernard Bonnard. Dans la famille volaille landaise, la caille fait figure de petites portions, 300 grammes. Elle pèse pourtant de plus en plus lourd sur le marché. Cet élevage Label Rouge rassemble 24 000 cailles, mais l'animal est fragile. Rigueur et soins quotidiens sont essentiels à sa survie. Le plus difficile, c'est le démarrage. Les caillouteaux pèsent entre 7 et 10 grammes, c'est vraiment minuscule comme animal. Donc il faut y passer énormément de temps et nous on assure une permanence 24 h sur 24 les 3 premiers jours. Cet élevage représente 20% des revenus de l'exploitation. Jean-François Degers s'est orienté vers la caille par souci de diversification, sans regret. Le consommateur est friand de saveurs à redécouvrir. Certains cuisiniers sont de fervents défenseurs de la caille. Certes, elle ne détrône pas le chapon de Noël, mais elle offre une large palette de recettes festives. Il faut savoir trouver le produit qui l'accompagnera et qui lui donnera toute sa valeur, quoi. Qui la valorisera, disons. Foie gras, girolles, cèpes, ou la cuisiner en salmi ou autre. Des mots qui évoquent le pays landais, terre de gastronomie. La tradition culinaire s'associe aux produits du terroir. La caille était délaissée. Elle pourrait bien revenir à la mode. Noël toujours avec une image à risque. Ne touchez pas votre téléviseur, vous n'êtes pas daltonien. Voici les Pères Noël verts. Il s'agit de bénévoles du Secours populaire, un défilé pour recueillir des fonds, des cadeaux et permettre à des milliers de familles de remplir les chaussures sous le sapin, et notamment les familles frappées par les inondations. Charme et mélancolie, c'est l'une des valeurs sûres de la chanson française. Alain Souchon est de retour avec un nouveau disque, un album live, comme on dit aujourd'hui, en bon français, un disque enregistré en concert pour tous ceux qui veulent retrouver ces tubes. Abdel Mostefa, Jean-Louis Melin. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans.
Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre. Ne le répétez pas si vous voulez éviter une tarte sur la gueule à la récré, mais ça fait un peu plus longtemps que Souchon a 10 ans. J'ai 10 ans. En fait, il promène sa tignasse de plateau de télé en salle de spectacle depuis 1974. Je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole. Au bout d'une dizaine d'albums, mais pas au bout du rouleau, le presque soixantenaire a laissé de côté la grosse artillerie. Seulement 3 musiciens pour l'accompagner dans une tournée marathon. « 250 concerts, c'est plus que d'habitude et c'est lui qui l'a voulu. À la fin du mois, quand tout ça sera fini, une petite voix se fera peut-être à nouveau entendre dans un coin de la tête. Dis Alain, quand est-ce que tu t'arrêtes ? La scène, je me sens très adolescent. Et je sens bien qu'il y a de plus en plus un écart entre le fait que je me sens très sautillant, très naïf. Alors que dans la vie, je suis pas du tout naïf. J'ai peur qu'un jour, je vais être ridicule, quoi. On va voir qu'il y a un trop grand écart entre ce que j'imagine que je suis puisque je suis réellement folle. Avant qu'Alain ne soit KO, poussé en bas par des plus forts que lui, il se délecte de foule forcément sentimentale. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Dernier hommage à Daniel Gélin, aujourd'hui en l'église Saint-Germain-des-Prés, quartier dont il avait été une figure marquante. Jean-Jacques Ayagon, Bertrand Delanoë, Pierre Tchernia, Elie Chouraki, Jean-Claude Brialy, Marie-José Nat, Jean-Pierre Cassel, Robert Hossein qui a pris la parole et Jean-Marc Thibault, entre autres, assistaient à la cérémonie. Daniel Gélin sera inhumé demain à Saint-Malo. Football, c'était le match phare de la 18e journée du championnat de France. Le Paris Saint-Germain et Luis Fernandez, son entraîneur, retrouvent des couleurs. Victoire 2-0 face à Lyon. Julien Beaumont. Luis Fernandez sauvé. L'entraîneur du Paris Saint-Germain laissait exploser sa joie après le deuxième but de son équipe. Face à Lyon, Luis Fernandez jouait sa place. Une défaite et c'était la porte. C'est en tout cas ce que laissaient entendre les dirigeants du PSG. Mais les angoisses de Luis vont être de courte durée. Dès la première mi-temps, sur un coup franc de Ronaldinho, Nzé marque dans les buts lyonnais. Seconde période, et l'on retrouve Ronaldinho, un but en 2 temps signé El Karkouri. Un tiers des buts marqués cette saison par le club l'ont été sur un coup de pied arrêté. Score final 2-0, une victoire qui permet à Paris de prendre provisoirement la 6e place du championnat. Une bouffée d'air pour Luis Fernandez qui va devoir confirmer ce bon résultat et ce dès dimanche face à Nantes en Coupe de la Ligue. Luis Fernandez est pour le moment en sursis. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Isabelle Martinet, l'info sur France 2, dernier journal 1h. Jean-Claude Renaud, demain dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Francis Maire, ministre de l'économie et des finances. Et on se quitte avec ces images d'un nouveau-né de 45 kilos. Il est né en captivité aux zoos de Singapour, un bébé rhinocéros. C'est une femelle. Son nom n'a pas encore été choisi. À demain.